Bienvenue au webinaire sur quels usages de la réalité virtuelle et augmentée dans le tourisme. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de couper vos micros et caméras pour la présentation. Vous aurez la possibilité de les réactiver lors des temps d'échange. Donc, ce webinaire vous est proposé par Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique de la région des Pays de la Loire. Il s'inscrit dans le cadre du programme de formation l'Académie Tourisme que je coordonne, des formations courtes et accessibles sur les sujets du numérique à destination de l'ensemble des professionnels du tourisme. Nous avons avec mon collègue Frédéric Caldi, chef de projet mutation économique à Solutions Éco, co-organisé cette séquence, car cette thématique des technologies immersives appliquées au secteur du tourisme n'a jamais été proposée. Alors, pourtant, il y a de nombreux experts en la matière en Pays de la Loire. Les ressources sont donc là et vous verrez que les possibilités sont multiples. L'objectif aujourd'hui est alors de vous présenter clairement et simplement ce que sont la réalité virtuelle et augmentée, quels sont leurs usages dans le tourisme et quelle pourrait être leur mise en œuvre de manière autonome et à faible coût. Trois expertes que je vais laisser se présenter tout de suite après interviendront durant cette séquence qui sera divisée en 4 temps. Dans un premier temps, Capucine Loutelier de Clarté commencera par une introduction aux technologies immersives. Vincent Roiran de Mazedia et Marie Amiel de Bilinkel poursuivront avec une présentation de différents cas d'usage. Sachant que pour chaque exemple, Vincent et Marie se sont adaptés à vous, au public de ce webinaire, que vous soyez alors hébergeur, prestataire d'activités, site de visite, office du tourisme, agence départementale du tourisme, chambre consulaire, école. Les exemples seront normalement pour vous toutes et tous inspirants. Un troisième temps sera ensuite consacré aux questions-réponses. Pour cela, merci de bien vouloir poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion. Nous relèverons avec Frédéric vos questions de façon à y apporter des réponses lors de ce moment. Enfin, la conclusion par Capucine de Clarté sera prospective et vous pourrez réagir sur vos potentiels projets en lien avec cette thématique. Avant de laisser la parole aux experts, je vous précise que cette présentation avec différents liens cliquables vous sera envoyée après le webinaire. Merci pour votre présence. Vincent, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vincent Roiran, je m'occupe d'une société qui s'appelle Mazedia, qui est basée à Saint-Herblain, donc en Loire-Atlantique. On est une entreprise qui est assez ancienne, l'entreprise, on l'a créée en 1994 dans le digital, donc à une époque où l'Internet n'existait même pas encore tout à fait, c'était des prémices. On est une équipe de 34 collaborateurs et on travaille sur des programmes interactifs avec une spécificité pour le secteur culturel et touristique. Beaucoup dans le secteur culturel, c'est-à-dire qu'on travaille énormément pour des musées, pour des sites touristiques à vocation culturelle, donc pour essayer de créer des produits digitaux touristiques dans les sites pour des visites. On fait beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est une partie de notre activité, hein, ce n'est pas notre cœur d'activité, mais c'est une partie de notre activité. Et on a créé une solution qui s'appelle Wizit dans le cadre de projets de recherche et développement qu'on a traité depuis une dizaine d'années. Et on a environ une centaine de clients, avec un S d'ailleurs, les clients. On a une centaine de clients sur la France et dans toute l'Europe, puisqu'on a des clients à Oslo, on a des clients en Belgique, on a des clients en Allemagne, etc. Voilà pour Mazedia. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie. Je travaille pour la société Blinkle. En quelques mots, Blinkle, nous sommes une jeune entreprise innovante fondée en 2015. On est une douzaine de collaborateurs. Historiquement, Blinkle développait des applications mobiles pour faire vivre des expériences de réalité augmentée et réalité virtuelle. Mais développant des projets de communication, on s'est rendu compte que le téléchargement d'une application mobile était un frein à l'usage.
Donc, depuis 2018, nous nous sommes spécialisés sur des expériences interactives et immersives en pure web, intégrant dans ces expériences surtout de la RA et de la RV, donc réalité augmentée et réalité virtuelle. L'équipe est composée de toutes les compétences inhérentes au développement de ces expériences, designer UI, UX, artiste 2D, 3D, développeur évidemment, et une équipe de R&D qui travaille au développement d'une plateforme de création qui permet d'associer des éléments print à scanner avec un smartphone à des contenus digitaux, tout contenu digital qui vont être dans le web. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui sont surtout dans l'univers effectivement de la culture, mais aussi de la communication au sens large. Donc, c'est assez varié. Nous travaillons plutôt dans des univers francophones, France-Belgique, j'ai envie de dire. Voilà, et on est très heureux de pouvoir vous parler un petit peu de nos sujets aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, Capucine Loutelier. Pour ma part, donc, je suis conseillère technologique chez Clarté. Clarté, qui est donc un centre technique spécialisé en réalité virtuelle, réalité augmentée et intelligence augmentée. On fête nos 25 ans aujourd'hui très exactement. Donc, ça fait effectivement quelques années qu'on travaille sur ces différents sujets. Je vais présenter Clarté juste ensuite, mais très rapidement, effectivement, nous avons 2 sites. Le siège qui se trouve à Laval, au Laval Virtual Center, et également, nous avons une antenne au Technocampus Smart Factory, près de Saint-Nazaire, à Montoire de Bretagne. Donc, nous avons plusieurs missions. Je vais les présenter juste après. À ce moment-là, Lisa, si vous voulez bien, on avance sur la présentation. Donc, effectivement, voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle et plus précisément intelligence augmentée depuis 2 ans maintenant, puisque nous avons recruté des personnes spécialisées sur ces sujets-là, sur ces thématiques. Donc, j'en ai parlé, 25 ans aujourd'hui, centre de ressources technologiques basé sur 2 sites différents. Donc, au niveau effectivement de nos missions, nous sommes une association, donc nous avons un statut public avec une première mission qui est de faire du conseil et de la sensibilisation auprès des entreprises, principalement de la région, les TPE-PME, pour leur faire connaître ces technologies, leurs usages en milieu professionnel et les accompagner ensuite dans la mise en place de projets. Donc, ça passe par effectivement de la rencontre en direct, de la mise en place d'événements comme aujourd'hui, par exemple, thématiques, pour faire connaître les usages dans un domaine spécifique. Et donc, ça peut donner lieu ensuite, effectivement, à un accompagnement avec un accompagnement dans la formalisation du besoin, dans la définition de la solution recherchée, la rédaction d'un cahier des charges techniques. Et puis, par la suite, on peut soit faire de la mise en relation avec des prestataires qui se chargeront de développer la solution identifiée, soit effectivement Clarté intervient sur le développement, et ça fait lien avec notre deuxième métier qui est de faire de la R&D si on est sur une solution dite innovante ou qui nécessiterait à lever des verrous technologiques et qui nécessiterait alors de passer par une étude de faisabilité, le développement de ce qu'on appelle une preuve de concept pour valider justement l'intérêt, l'utilisabilité de la solution recherchée. Donc, quand je parle d'études, effectivement, ça va être tout ce qui est état de l'art, études de faisabilité principalement. Et on fait également du transfert de technologie. On n'a pas vocation chez Clarté à vendre ce qu'on développe. En revanche, on souhaite quand même le valoriser. Donc, dans ces cas-là, on transfère la solution développée à une entreprise qui, elle, se charge de la commercialiser. Et pour être tout à fait transparent, Clarté touche des royalties sur les ventes de ces solutions. Voilà. Donc, on intervient sur tous les secteurs, effectivement beaucoup l'industrie, mais également dans le sport, la culture, le tourisme, la santé, la défense, tout ça pour dire qu'effectivement, ces technologies s'adressent vraiment à tout secteur et qu'il y a des usages possibles à tout niveau, quel que soit le secteur de l'entreprise. Alors là, ce sont quelques exemples de projets. Je ne vais pas tous les détailler. On vous enverra de toute façon la présentation. Un des derniers projets sur lesquels nous travaillons actuellement en lien avec le sujet d'aujourd'hui, ça va être le projet TIDES, qui est un projet européen
qui consiste à travailler justement sur le développement de nouveaux types de parcours touristiques autour de l'histoire maritime et des attraits culturels de l'Atlantique, justement avec le soutien des technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, nous sommes sur un projet collaboratif, projet européen, et on est ici dans la première étape, justement, la définition de l'usage possible de ces technologies-là pour répondre à des besoins et définir des parcours touristiques. Voilà, donc c'est vraiment un exemple en lien avec le sujet et vos activités. Alors, effectivement, avant de présenter les usages, on va rappeler quelle est la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, réalité virtuelle, et on peut passer sur la slide suivante, c'est effectivement, comme la photo l'indique, le principe est d'immerger la personne dans un environnement totalement virtuel, coupé de son environnement réel, et dans lequel la personne va pouvoir interagir. Donc, c'est vraiment une immersion avec une interaction possible dans cet environnement virtuel. On peut passer... voilà. Il y a différentes manières, effectivement, différents types de création de contenu. Donc, on utilise des logiciels qu'on appelle logiciels de CAO pour modéliser un environnement en 3D. Il y a également, on fait appel à de l'infographie pour rendre ce monde virtuel très réaliste. Et puis, on peut également passer par de la vidéo, photo-vidéo 360. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais vous avez certainement déjà dû entendre parler de vidéo 360. Ça fait partie de la réalité virtuelle. La différence, disons, entre les deux, c'est qu'on va plutôt être spectateur de l'environnement dans une vidéo 360 avec des interactions plus limitées que dans ce qu'on appelle un environnement de réalité virtuelle où là, vous allez vraiment pouvoir interagir de manière très large en fonction des interactions qui auront été définies en amont. Donc, voilà pour la réalité virtuelle. Donc, on peut utiliser différents équipements. Les équipements historiques, disons, sont ce qu'on appelle des cubes immersifs ou des caves, comme vous l'avez sur la photo de gauche. Ça correspond donc à plusieurs écrans sur lesquels on va venir projeter une maquette numérique. Et donc, la personne va se positionner au centre de ces écrans et équipée de lunettes qu'on appelle des lunettes stéréoscopiques, elle va avoir une vue 3D de cette maquette avec une sensation d'immersion à taille réelle, c'est-à-dire qu'elle aura la sensation vraiment d'être dans cet univers virtuel, dans cette maquette, supposons que vous soyez dans un lieu, un bâtiment, et bien vous aurez vraiment la sensation de vous déplacer dans ce lieu tel que si vous y étiez physiquement, réellement. Donc là, on est plutôt sur des dispositifs assez lourds, hein, qui sont moins mobiles que les casques qu'on a plus l'habitude aujourd'hui de retrouver. Donc, différents types de casques, effectivement. On a essayé de les catégoriser un petit peu parce qu'ils sont nombreux. Vous avez des casques qui vont être couplés à des PC rattachés par des câbles, comme les photos que vous avez donc en bas à droite et à gauche. Donc, les casques HTC Vive, Oculus pour les noms les plus connus. Vous avez des casques qu'on appelle standalone qui, eux, fonctionnent en autonomie, donc sans être attachés à un PC, tout est embarqué dans le casque. Donc, ça permet une plus grande mobilité. Après, tout dépend effectivement de l'expérience qu'on souhaite proposer. Un casque rattaché à un PC aura une meilleure puissance de calcul. Donc, tout ça est à qualifier en amont de l'expérience qu'on souhaite offrir. Et puis, on a également des casques dits de haute résolution qui, là, sont des casques vraiment qui offrent une résolution très, très poussée, proche de l'œil nu. Mais voilà, nous sommes sur des casques qui sont ici beaucoup plus coûteux. Donc, il y a différentes possibilités d'interagir dans cet environnement virtuel. Classiquement, on utilise ce qu'on appelle des contrôleurs des manettes, comme vous avez sur la photo en haut à gauche, donc des contrôleurs, des manettes Oculus. Chaque marque a ses types et formes de manettes spécifiques, mais c'est la manière la plus classique d'interagir avec l'environnement pour se déplacer, saisir des objets, réaliser des différentes interactions. Mais il y a également d'autres possibilités d'interagir dans l'environnement virtuel, par exemple
apporter un côté haptique pour avoir la sensation de toucher les éléments virtuels. On a également des gants, par exemple, qui vont offrir une plus grande immersion dans l'environnement virtuel parce que vous ne tenez plus des manettes, mais là, vous avez des gants, donc vous utilisez vraiment vos doigts pour interagir avec l'environnement. Et puis, on a également d'autres moyens, par exemple, pour maximiser l'immersion, par exemple, les déplacements sur tapis qui permettent de se déplacer tel qu'on se déplacerait dans un environnement réel en marchant vraiment, en marchant, plutôt que de se déplacer via des manettes, par point de vue, etc. Et donc, la réalité augmentée, comme son nom l'indique, on va augmenter sa réalité. Donc, on va ajouter du contenu virtuel à son environnement physique au travers de différents dispositifs. Donc, ici, des lunettes comme on les voit sur la photo, donc lunettes HoloLens de Microsoft en l'occurrence. Et vous avez également d'autres dispositifs, si on passe sur le slide suivant, comme smartphone ou tablette, plus classiquement, qui sont des dispositifs très répandus pour faire de la réalité augmentée. Donc là, également un petit aperçu des casques lunettes de réalité augmentée du marché. Donc des casques qu'on appelle de réalité mixte, des casques qui vont permettre de faire de l'assistance à distance, par exemple, et puis des lunettes un peu plus grand public, on va dire, comme du type Google Glass, dont on a pu entendre parler à une certaine époque. Alors, pour quels usages, effectivement, on peut utiliser ces technologies dans le domaine du tourisme? Donc, on a identifié trois grandes phases dans votre domaine sur lesquelles ces technologies peuvent intervenir. Donc, ça peut être en amont de l'expérience que vous allez offrir à vos clients, durant la rencontre, l'expérience proposée, et puis effectivement après, comment on peut maintenir le lien avec ses clients. Donc, le premier temps fort qui va être l'amont, on l'a appelé phase d'inspiration, où là, l'objectif, c'est d'utiliser ces technologies-là pour d'utiliser l'immersion comme outil promotionnel pour faire venir, donner envie, susciter l'envie. Par exemple, pour découvrir un lieu virtuel, j'ai pris l'exemple ici de l'officiel des vacances qui propose sur son site différentes vidéos 360 qui permettent en fait de découvrir différentes destinations au travers d'une vidéo 360. Donc, comme si on y était avant même de s'y déplacer, de prendre ses billets, vous pouvez d'ores et déjà vivre l'expérience et visualiser ce que pourrait avoir un avant-goût de vos vacances. J'ai un autre exemple ici, Virtual Helsinki. Je ne m'attarde pas trop parce qu'après, on va vous donner des exemples plus détaillés. Mais par exemple, ici, Virtual Helsinki, c'est en Finlande la possibilité de découvrir au travers d'un monde virtuel la capitale. L'objectif étant effectivement de promouvoir la capitale finlandaise. Donc, l'idée ici, c'est que vous pouvez vous promener dans cet environnement virtuel pour y découvrir la capitale sous tous ses angles. Vous pouvez rencontrer des personnes sous forme d'avatar dans ce monde virtuel. Vous pouvez même participer à des animations comme des concerts, des expositions. Donc, c'est un autre moyen de promouvoir un lieu avant même de s'y rendre. Et puis, un autre exemple, c'est le Club Med, donc un exemple qui date, mais voilà, qui était basé sur le même principe et qui consistait à faire visiter les prospects, leur faire visiter leur potentielle future destination via un casque de réalité virtuelle pour découvrir justement un endroit comme si on y était. Et la photo de droite, vous voyez effectivement des personnes dans un avion qui portent un casque de réalité virtuelle. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut aussi utiliser ce type de dispositif durant le voyage entre je cherche ma destination et je m'y rends. Là, par exemple, c'est la société Skylight qui propose des films en réalité virtuelle durant un vol. Donc, c'est un moyen pour les compagnies, par exemple, d'offrir une expérience pour les personnes qui seraient mal à l'aise en avion, par exemple, pour passer le temps et pour
offrir une expérience différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc ensuite, le pendant, qui est quand même l'expérience, le moment durant lequel la personne, le client vit l'expérience. Donc là, l'objectif, ça va être de faciliter ou d'augmenter l'expérience que vous pouvez offrir sur place à vos clients. Donc, par exemple, de guider le visiteur durant une visite, d'enrichir une visite ou une animation au travers de contenus virtuels, de faire renaître le passé dans le sens où, par exemple, vous souhaitez faire visiter un lieu qui n'est plus accessible ou qui n'existe plus. Donc, vous pouvez tout à fait le reconstituer en réalité virtuelle, réalité augmentée pour permettre à vos clients de le découvrir, toujours au travers de ces technologies immersives. Et puis, ça peut être également, tout simplement pour les acteurs du tourisme, un moyen de proposer des nouvelles formes d'animation. Donc là, c'est un exemple de l'Office de tourisme de Sens qui propose à ses clients des visites interactives via une tablette comme support, moyennant un coût de location dérisoire de quelques euros pour offrir une expérience enrichie à ses clients qui visitent la ville. Et effectivement, l'après, c'est important également, comment est-ce qu'on conserve le lien avec ses clients et comment est-ce qu'on capitalise effectivement sur la relation qu'on a pu mettre en place avec eux. Les réseaux sociaux, ici, sont un outil puissant puisque ça permet aux clients, par exemple, de relayer l'expérience qu'ils ont pu vivre. Pour l'entreprise, ça permet d'augmenter sa visibilité, de prolonger l'expérience aussi grâce aux contenus qui auront été générés par les utilisateurs. Donc là, comme exemple, par exemple, c'est le château de Versailles qui a développé un filtre spécifiquement sur Instagram. Et donc, toutes les personnes qui venaient visiter le château de Versailles avaient la possibilité par la suite de se prendre en photo via ce filtre Instagram et de se mettre dans la peau de Louis XIV et donc de relayer ensuite à toute leur communauté Instagram ce filtre amusant, ce qui permet à l'entreprise in fine de gagner en visibilité par tous ces partages qui ont été générés par les différents visiteurs. Voilà, donc ce sont quelques exemples de cas d'application mis en place à différents stades de relation avec vos clients. Et donc, voilà, l'idée ici, c'est de vous inspirer un petit peu déjà sur les moments phares et comment on peut utiliser ces technologies. Je vais laisser la parole à Vincent de Mazedia et Marie de Blinkle pour vous donner des exemples concrets d'opérations qu'ils ont pu mener au sein de leur entreprise. Vincent, vous avez votre micro de coupé? Voilà, ça y est. Désolé. Le premier exemple, c'est un exemple de reconnaissance d'image. Donc, on a un catalogue. On peut montrer la vidéo. Ça va donner tout de suite une idée de ce que c'est. C'est une vidéo très courte. Donc, on a un catalogue papier avec une information, une documentation. Il y a une reconnaissance automatique de l'objet. Et ensuite, on peut manipuler l'objet en 3D, en l'occurrence. Donc là, c'est le catalogue d'expo d'une expo du Grand Palais pour l'exposition Gauguin. Donc, c'est donc l'interprétation digitale d'une information papier. Donc, ça peut être une affiche, ça peut être un catalogue papier, ça peut être une documentation, et on peut en extraire des médias extrêmement variés. Donc, ça, c'est une première application pour permettre de stimuler les gens à avoir un premier niveau de découverte à partir d'une documentation papier. Le deuxième cas qu'on a, c'est juste avant, ça c'est le deuxième ou le troisième, je sais pas. Après le Grand Palais, l'Office du tourisme. Donc l'Office du tourisme de Collioure, on est en train de travailler actuellement pour eux, donc on fait un très gros projet. Donc Collioure, c'est 3 millions de visiteurs par an à peu près, donc c'est tourisme de masse. Et une des problématiques, c'est de donner envie aux gens d'aller voir des choses qu'ils ne voient pas d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde se concentre au même endroit à peu près dans la ville, et le but c'est de permettre la découverte d'autres choses. Donc là, on crée des petits spectacles en réalité augmentée, par exemple sur le château, et on va avoir des informations sur des éléments de visite
qui seront proposés dans le château à partir de ce élément de spectacle. Donc, le but, c'est de stimuler, à partir d'une première expérience de réalité augmentée, les gens à se déplacer et aller dans le château en donnant des rendez-vous de visite, etc. Et c'est évidemment une des parties de l'application. Il y a beaucoup de choses dans cette appli, mais c'est une des parties de l'expérience qu'on peut donner. Donc, on est un peu dans l'avant-visite parce qu'on est quand même dans la stimulation des gens de faire une action, même si les gens sont déjà sur site. Mais encore une fois, tous les gens qui sont dans les offices de tourisme, ça le savent bien, les gens font tous la même chose. Et on a envie de faire en sorte qu'ils fassent des choses un peu différentes de ce que la totalité des masses de gens font quand ils viennent sur un site. Et le troisième élément, c'est pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. On a un marché dans lequel on doit gérer des programmes interactifs sur la totalité des parcs naturels des Alpes-Maritimes. Donc, il y en a 12. Et entre autres, on a fait des tables d'orientation virtuelles. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit, vous avez une découverte en réalité augmentée des lieux. Et on va vous étiqueter des informations. Donc là, c'est des informations un peu pédagogiques sur la faune et la flore des lieux. Mais évidemment, et on va le faire à Collioure, je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas encore fait, mais on va faire une table d'orientation où vous avez la totalité des lieux que vous voyez quand vous dominez dans le panorama la côte. On peut vous situer en réalité augmentée tous les endroits que vous pourrez découvrir. Donc, on est dans un système table d'orientation virtuelle, quoi. Du coup, je prends la suite avec une transition d'une grande fluidité. Merci Vincent, puisque vous évoquiez à l'instant la possibilité de faire de la table d'orientation en réalité augmentée. Nous, en tant que Blinkle, on travaille beaucoup dans le web. Alors, désolé, je vais peut-être un petit peu être focus là-dessus, mais c'est notre spécificité. Là, vous voyez un parcours qu'on a décrit écran par écran avec un smartphone dessiné. L'idée pour nous, à travers cette preuve de concept, c'est de dire, voilà, à différents endroits dans des villes, sur des territoires, on peut rentrer par un simple QR code dans l'appareil photo natif d'un téléphone. On scanne un QR et on peut arriver sur une landing page, cliquer sur un bouton et aller projeter dans l'environnement de la caméra en 360 des points en réalité augmentée qui viendraient matérialiser des lieux à découvrir, des endroits à voir. Alors du coup, effectivement, comme le disait Vincent, parfois les hot points, enfin les points d'intérêt, c'est souvent un petit peu les mêmes, mais ça peut, en fonction des endroits, aller pousser des endroits, je dirais, un peu différents, ou en tout cas rentrer sur une scénarisation de l'espace réel qui peut être un peu différente. Une fois qu'on clique sur ces points, on peut pousser différents types de contenus. Là, on a fait un exemple arbitraire où on clique, on arrive sur la chaîne YouTube de France 3 et on a un focus sur 30 mots. Là, vous avez à peu près tous reconnu les lieux. On est sur l'île de Nantes, côté Sud-Loire. Enfin, on regarde vers 30 mots. Mais on pourrait très bien pousser, en cliquant sur le point, une preview immersive en 360. On pourrait pousser, je ne sais pas, l'interview de quelqu'un qui en parle. On peut pousser le site web du lieu en question pour aller acheter des billets. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir plein de sortes d'interactions qui vont amener à faire un pas supplémentaire vers la découverte des lieux. Du coup, je te laisse passer à la slide suivante, Lisa. Donc ça, c'est vraiment pour accompagner l'avant-expérience. Nous, on a un deuxième cas de figure, alors qui n'est pas forcément immédiatement touristique, mais c'est un cas d'affiche augmentée pour un événement. Là, on a travaillé avec un artiste québécois qui fait du rap. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien la musique. Donc cet artiste, Fouki, c'est un jeune artiste qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui voulait accompagner la sortie de son nouveau clip, nouvel album et nouvelle tournée d'un dispositif augmenté. Donc en fait, lors d'un temps fort dans Montréal, il y a eu un dispositif d'affichage. Les gens pouvaient aller avec leur smartphone scanner les affiches. Ils y étaient d'ailleurs invités par des posts sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment dans l'avant-expérience. On mobilise la communauté, on l'invite à se rendre sur place. Il y avait des événements aussi en physique avec des hôtesses. Cet album tournait autour de l'univers culinaire. Donc, voilà, il y a des choses à manger. Enfin, bref, je vous raconte ça pour contextualiser. Et en fait, au scan de l'affiche, on découvrait une scène en 3D. Donc là, on est vraiment dans un dispositif de réalité augmentée. On vient superposer au réel de la 3D. Et depuis cette scène en 3D que vous voyez autour de
de l'écran numéro 3, 4, on pouvait sélectionner des contenus type faire des mini-jeux, rentrer dans un atelier de mix musical, puisqu'on est sur un sujet musical. Et il y avait la vidéo, donc en exclusivité et en avant-première, le clip vidéo à découvrir, avec des possibilités derrière de repartage. Pour les gens qui décidaient de faire des jeux, l'idée, c'était de pouvoir publier son score sur les réseaux sociaux et gagner des places lors de la tournée à venir. Donc, on est vraiment sur du dispositif événementiel amont, où c'est vraiment voilà, inciter les gens à venir prendre connaissance de ce qui aura lieu en physique plus tard et le faire de manière ludique, interactive et étonnante. Ensuite, pour passer à la suite, en termes d'usage, donc là, avec Vincent, on a vraiment fait un focus sur l'amont, l'avant-expérience. Les solutions de réalité augmentée, réalité virtuelle et immersive au sens large permettent vraiment d'augmenter le pendant l'expérience, d'accompagner le visiteur in situ. Donc là, je prends la parole, je commence. Je vous montre deux expériences qui se veulent très simples techniquement, mais qui sont pour nous voilà, des expériences qu'on a beaucoup aimé faire. On a travaillé d'une part avec le Festival de la photographie de la Gacilly, qui est pas très loin de Nantes, où chaque année, on accompagne une partie de la programmation de cette exposition photo avec la réalisation d'un guide de médiation numérique. En fait, donc, dans la solution de réalité augmentée, il y a une partie d'algorithme de reconnaissance d'image. Le smartphone devient un outil qui permet de scanner un visuel, de le reconnaître et d'aller y associer un contenu dédié. Là, pour le coup, on a travaillé sur des contenus digitaux assez simples, des pages web qui permettent d'ajouter du texte, de l'audio, de la vidéo, des images complémentaires, mais d'aller, je dirais, creuser et enrichir ce qui peut être dit par une signalétique physique et par les images en elles-mêmes. On a travaillé un petit peu de la même manière avec le Forum des images, où là, pour le coup, l'enjeu, c'était lors d'une expo qui s'appelle Paris, l'envers du décor. L'enjeu, c'était de pouvoir donner accès à des utilisateurs à des parties de hauts lieux de Paris, donner accès aux monuments, mais depuis des points de vue inaccessibles, en fait, en physique. Ça y est, j'y arrive. Typiquement, Notre-Dame, il y avait des points de vue, voilà, des étages où on est tout en haut au-dessus des orgues. Là, on est sur le toit de Saint-Eustache. Donc, en fait, l'idée, c'était de projeter l'utilisateur dans des monuments archi connus, mais de point de vue inédit. Donc, il y avait une dizaine de monuments et de captations réalisées. Voilà, et c'était une très belle expérience. Et donc là, pour vraiment repositionner les choses, donc la personne l'utilisateur part d'une page web toute simple, ça peut partir de votre site web, d'un site web, voilà, et elle peut expérimenter des contenus immersifs 360 avec un device smartphone. Je dis ça par rapport au fait que Capucine présentait voilà, tous les équipements possibles. Aujourd'hui, ces technos peuvent être d'une certaine manière mis en scène sur le smartphone, aussi bien que sur des équipements plus complexes pour des immersions plus denses. Et d'ailleurs, c'est ce que Vincent va raconter à suivre. Ah ben non, c'est encore moi, pardon. J'ai une deuxième expérience à présenter dans la dimension pendant l'expérience. J'en parlais, donc les technologies de réalité augmentée et réalité virtuelle permettent de beaucoup interagir avec l'utilisateur final, le porteur du device. Et on peut notamment développer dans la découverte de territoire. Alors là, on est sur un cas où on faisait découvrir le métier de pilote d'hélicoptère. Néanmoins, on peut créer des parcours en gaming qui peuvent avoir différentes vocations, des vocations pédagogiques, de découverte, en tout cas résolument transmédia, et qui, au cours d'un parcours à travers un lieu ou une histoire qu'on raconte, venir vraiment chercher le visiteur. Nous, c'est des choses qu'on développe notamment pas mal sur des expériences familiales où ça peut être extrêmement parlant pour une cible comme ça, familiale, d'aller découvrir des lieux et apprendre
en y intégrant un peu de technologie immersive. Et maintenant, je passe la parole à Vincent. Donc voilà, d'autres expériences donc assez différentes. Dans l'imaginaire de la réalité augmentée, quand les gens en parlent, souvent c'est des monuments qui n'existent plus, qu'on reconstitue, et grâce à la réalité augmentée, on va se retrouver sur un site et on va mélanger des ruines et la reconstitution évidemment d'un lieu qui a disparu. Donc c'est le cas sur un certain nombre de sites sur lesquels on a travaillé, dont à Carhaix, un site qui s'appelle Vorgium, qui est une villa gallo-romaine. Et donc, à droite, vous avez les éléments 3D que les gens peuvent voir dans le système de réalité augmentée. Et évidemment, on part de ruines, donc de quelques pierres, et qu'on va étendre pour pouvoir amener cette réalité augmentée. Donc là, en l'occurrence, c'est des tablettes qui sont délivrées au public. Donc, on est dans un système qui est canalisé, hein, ce n'est pas sur son propre smartphone. Ça nous donne aussi la possibilité d'avoir une performance plus forte parce qu'on est à la maîtrise complète du matériel. Et donc, on va vivre des expériences. Donc, sur ce genre d'expérience-là, la problématique, l'important, c'est surtout de donner du sens à la visite. C'est-à-dire que le problème, comme toutes les technologies, c'est de ne pas l'aborder parce qu'on a besoin de faire de la technologie pour la technologie et de faire du gadget. Il faut absolument amener du contenu. Je crois que ça vaut pour tous les cas de ce qu'on évoque aujourd'hui. Là, en l'occurrence, il y a un sens, puisque les gens ne voient pas la villa telle qu'elle était, on la reconstitue, donc on apporte une grosse valeur ajoutée à la visite que les gens peuvent effectuer. Donc ça, c'est un exemple d'une première expérience. Alors ça, c'est une expérience qui est un projet qui est terminé, mais qui doit ouvrir dès qu'il y aura l'autorisation d'ouvrir. Donc, c'est-à-dire bientôt, on espère. Donc, c'est à la citadelle souterraine de Verdun. Donc, la citadelle souterraine de Verdun, c'est un lieu c'est des galeries souterraines, donc, dans lequel les gens vont être embarqués dans des petites nacelles, comme vous voyez à gauche. Et il y a 200 paires de lunettes de réalité augmentée qui ont été intégrées. Il y a eu un design spécifique d'un casque pour que ça soit facile à régler, à mettre sur la tête. On est dans un environnement à 8 degrés, entre 8 et 12 degrés, à 98% d'humidité. Donc, il y a des contraintes extrêmement fortes de résistance à tout ça. Et quand les gens vont se promener dans cette nacelle, on mélange donc les scènes que vous voyez à côté, là, que j'ai restituées, toutes les scènes de comédiens sont dans les lunettes de réalité augmentée. Et les scènes de décor sont vidéo-projetées dans les galeries. Donc, ça dure 30 minutes à peu près de balade. Et donc, les scènes ont été reconstituées, tournées en studio. Donc, des fois, il y avait 50 personnes dans les tournages. C'était des gros tournages qui ont été faits sur des plateaux. Vous voyez l'image de tournage. Et donc, on a un mélange d'images réelles dans un décor qui est vide, dans lequel les gens se promènent, ce sont des écoutes, hein, des galeries vides avec il y a juste les murs qui sont des briques, et le vidéomapping crée cet effet vraiment totalement immersif. Donc c'est assez spectaculaire, et en parallèle, on l'a fait aussi en réalité virtuelle sur casque Oculus, donc sur des casques de réalité virtuelle du commerce, pour qu'un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder aux nacelles, en dessous de certains handicapés qui ne peuvent pas accéder, puissent vivre le spectacle dans la reconstitution complète en réalité virtuelle. On vient de terminer la partie réalité virtuelle de ce projet. Donc ça, c'est des gros projets. Enfin, c'est carrément une attraction presque de parc de loisirs, hein. En l'occurrence, c'est culturel, mais c'est des projets qui sont importants dans la construction, les scénarios, la technologie, etc. Du coup, voilà, en tout cas, pour une petite conclusion sur cette partie du pendant, comme l'évoquait Vincent, il y a vraiment je dirais, un prérequis à donner du sens et à apporter un contenu pertinent, quelle que soit la technologie utilisée. On le dit d'autant plus qu'on se tire une balle dans le pied, nous-mêmes, prestataires de services sur ces sujets, dès lors qu'on rentre dans de la gadgetisation, parce qu'en fait, je pense que l'utilisateur final, le visiteur, ne sera qu'un meilleur ambassadeur derrière et porteur de bouche à oreille vertueux et positif que s'il a vécu une expérience qui lui a apporté quelque chose. Donc là-dessus, effectivement, quel que soit le support utilisé et la technologie utilisée, de très simple à très complexe, le dénominateur commun, c'est vraiment d'être porteur de sens et de valoriser une expérience vécue, voilà, apporter une technologie qui
qui soit pertinente. Du coup, on poursuit notre progression, on a fait l'avant, on a fait le pendant. Au niveau de l'après, qu'est-ce que ces technologies peuvent apporter après? Alors, moi, je voulais vous parler d'un cas qu'on appelle le livre interactif. Pour le coup, là, nous, on a travaillé avec un photographe qui fait aussi des web documentaires. Et en fait, il a sorti un livre, Dramwell, donc qui traite de la surpêche en Atlantique. Hein. C'est un sujet qui est un peu lourd, mais qu'il traite de manière à la fois passionnante, en extrême proximité dans sa manière de filmer, et puis une esthétique voilà, qui est riche. Et en fait, donc, le livre contient une quinzaine, vingtaine d'images qui vont être scannées avec le smartphone, et le lecteur peut, depuis son canapé, aller et venir entre l'objet physique, le livre, et le contenu web documentaire. Par ailleurs, ce contenu digital, enfin ce contenu audiovisuel plutôt, n'est pas monnayable en tant que tel en tant que tel, c'est difficile à monnayer. Donc, il y a eu un vrai travail transmédia à travers le livre, de se dire, à travers le prix final du livre, je vais aussi aller rémunérer le travail qui a été fait sur la réalisation audiovisuelle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que quand on a fait une visite, derrière, il peut y avoir une boutique, il peut y avoir des endroits où on peut remporter un bout d'expérience quand elle nous a plu. Et si on crée in situ des dispositifs interactifs augmentés, enfin digitaux au sens large, on peut très bien les rendre accessibles depuis des objets physiques que les personnes peuvent prendre. Donc, ça peut être de l'affiche, ça peut être du livre, ça peut être des cartes postales culturelles, ça peut être plein de choses. Ces contenus peuvent être aussi mis à jour dans le temps, évoluer. Donc, ça permet de créer un après-visite où on repart avec un bout d'expérience à revivre. Nous, c'est quelque chose, en tout cas, qui nous anime beaucoup dans ce qu'on fait. Lisa, je te laisse passer. Voilà. Et j'ai voulu, oui, voilà, parler d'un autre cas d'usage. Donc, je reprends un exemple que j'avais cité au début avec notre rappeur québécois Fouki. Il y a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je dirais des perche évidente à tirer pour pouvoir, en amont et en aval d'une expérience, capitaliser sur la création des contenus et sur, je dirais, leur diffusion. Donc, aujourd'hui, il est extrêmement simple et accessible de développer sur les réseaux sociaux. Donc, là, on illustre Instagram et Facebook, de créer par des outils comme Spark AR, qui sont assez accessibles, de créer des filtres, des expériences en 3D, enfin, d'aller interpeller en tout cas une partie de notre public cible, d'aller l'interpeller avec des choses comme ça, des filtres. C'est ludique, c'est sympa, ça se partage pas mal. Là, sur une cible relativement jeune et fun, on avait fait ce petit jeu. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais le bac à popcorn est accroché au menton et on doit récupérer un maximum de popcorn. Bon, ça crée un jeu marrant. Voilà. Il faut savoir que sur ce type de dispositif, il y a des vrais mécanismes d'engagement de communauté et de repartage qui sont non négligeables. Donc c'est des choses qui peuvent être assez simples et sympathiques à mettre en place en marge des dispositifs in situ. Alors, une autre expérience qui est assez proche, hein, c'est l'expérience pour les expositions au Grand Palais. Il y a eu Niki de Saint-Phal, il y a eu Jean-Paul Gaultier. On a fait ça sur un certain nombre de dispositifs dans lequel également, de la même manière que ce que Marie expliquait à l'instant, on peut créer des univers dans lesquels on va mélanger sa propre image avec des images complémentaires. Alors ça peut se faire de manière très simple à partir de captation d'images et d'enrichissement d'images, mais également en réalité augmentée, donc avec l'image qui va être mobile, et on utilise un peu les mêmes techniques dont parlait Marie. Donc c'est très prisé des gens de pouvoir s'amuser à ça, et surtout les jeunes publics adorent ça. Donc, et puis une autre expérience qui est une expérience qui va sortir, parce que c'est en fait, c'est le Centre national des arts plastiques et le ministère de la Culture, donc, qui nous avait contactés parce ils ont travaillé sur le design d'émoticônes, donc de petits pictos, là, comme on voit sur la droite, avec des écoles d'art, donc dans toute la France.
Et le but, c'est de permettre le partage d'émoticônes à partir d'applications dans les musées de la RMN. Les musées de la Réunion des musées nationaux, c'est 22 musées, donc nous, on gère la totalité des 22 musées de la RMN. Et on a fait l'expérience dans le musée de Cluny de l'intégration. Donc les gens, dans le menu, vont pouvoir avoir un truc qui s'appelle sticker. Quand ils vont dans les stickers, ils peuvent partager, en l'occurrence, à l'appli WhatsApp ou sur Mac, directement au système sur iOS, pas sur Mac, sur iOS, directement au système d'envoi de messages existants. Et à partir de là, quand ils font un nouveau message, ils ont accès à dans la liste de l'ensemble de ce qu'ils peuvent faire, ils ont accès à ces stickers pour pouvoir ajouter ça dans leur message et donc transmettre ça. Donc, c'est un système dans lequel on est dans la diffusion, viralité, etc. Ok, bah, merci Marie et Vincent pour ces exemples. Je vais regarder un petit peu dans le chat ce qu'on a comme réaction. Donc on a une réaction d'Isabelle qui commente en disant c'est finalement aussi l'avant-expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir, Vincent ou Marie? L'avant-expérience, alors déjà la réalité augmentée, pour parler de la réalité augmentée, c'est une réalité qu'on augmente. Donc on est déjà plutôt pendant qu'avant, puisque le principe est globalement, à part quelques exemples d'impression qu'on va transformer. Après, sur la réalité virtuelle, il y a beaucoup de choses à faire sur la réalité virtuelle, puisque donc la diffusion, un casque Oculus Quest, par exemple, qui sont des casques récents, coûte 350 €. Donc, beaucoup de gens vont acheter ces casques-là. Et donc, il y a un vecteur d'immersion, de communication, d'expérience avant visite qui va augmenter. Alors, ça peut être des choses, je peux vous demander, je ne sais pas si, Marie, on peut partager mon écran, pardon, Lisa, on pourrait partager mon écran, si je peux partager juste pour montrer un truc. Lisa, ça te paraît jouable? Oui, j'arrête mon partage et vous pourrez le faire. Je fais un partage d'un écran pour vous montrer juste un truc. C'est un truc que j'ai, je ne sais pas, vous voyez mon écran? Pas encore, attendez, pas encore, je n'ai pas appuyé sur partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc ça, c'est une vidéo. Ça, c'est fait avec cet appareil-là. Et c'est de la vidéo, donc ça n'a pas la qualité des vidéos que peut faire un professionnel, mais pour vous montrer ce que ça peut faire, donc en fait, on peut faire du 360 degrés, donc immersif dans un casque. En l'occurrence, c'est moi qui ai fait ça. En tenant un simple appareil à la main, vous avez un 360 degrés que vous pouvez utiliser sur YouTube et sur des diffusions comme ça. Donc, c'est évidemment sans commune mesure avec la vocation qu'on peut avoir quand on passe par des pros. Mais c'est bien pour dire qu'il y a une démocratisation des technologies qui vont d'une graduation, d'une utilisation personnelle à une utilisation professionnelle. Et peut-être qu'il faut mettre le doigt dans un truc assez simple au début, puis ensuite, après, derrière, imaginer de la scénarisation plus forte, etc. Mais bon, c'est plutôt séduisant d'avoir des visites de sites en 360 degrés comme ça, particulièrement quand vous le mettez sur un casque Oculus de ce type-là, où vous êtes vraiment à l'endroit où vous vous trouvez. Et là, vous pouvez vraiment avoir la vision de tout ça. Ouais, là où je rejoins complètement Vincent, c'est qu'en fait, les sujets qu'on traite aujourd'hui, en soi, ça fait quand même quelques années que tout le monde en parle, RA, RV, voilà. Sauf qu'il y a une telle progression des devices, les téléphones sont de plus en plus performants, les devices plus complexes, type casque et autres, sont de plus en plus accessibles. En fait, il y a quand même une évolution notoire sur la démocratisation de ces expériences, en tout cas sur une certaine gamme. Et après, en allant sur certaines expériences dont parlait Vincent, qui sont couplées à du mapping, à des lunettes quasi sur mesure, vu les conditions de vie. Donc, il faut bien avoir en tête qu'en fait, aujourd'hui, là, je rebondis sur la partie réseaux sociaux, l'avant, l'après, voilà. C'est qu'aujourd'hui, les téléphones, les smartphones, qui sont quand même les outils les plus dédiés au fait d'aller sur les réseaux sociaux, permettent quand même de faire vivre des expériences qui n'étaient pas possible de mettre en place il y a 3 ans, parce que les processeurs ne permettaient pas de faire vivre la chose et autres. Donc, il faut bien avoir ça en tête. On va vers une démocratisation de ces formats-là et un accès à ces formats,
tant en fab qu'en visite, enfin, tant en production qu'en consommation, qui évolue très très vite. Il faut pas être effrayé en fait il y a toujours une perception de se disant c'est peut-être un peu effrayant, une dimension projet qui peut être importante. Moi, je pense qu'il faut essayer des petites choses, passer par des professionnels pour faire des choses plus ambitieuses, et puis essayer de régler en fait l'ensemble de l'utilisation de la réalité augmentée, réalité virtuelle, et de vraiment rentrer progressivement dans ce type de projet-là. Parce que si on fait Verdun, c'est pas pareil que de faire ce que je viens de montrer, quoi. Il y a vraiment une graduation énorme, quoi, entre ces différents types de projets. C'est vraiment d'y aller étape par étape et de vous rassurer effectivement en disant qu'on peut on peut mettre des choses en place, des choses très sympas en place dans un budget tout à fait raisonnable, sans engager voilà, des coûts ou des ressources trop importantes, et ça permet voilà, d'y aller au fur et à mesure en fonction des résultats qu'on obtient, avec ou sans accompagnement, comme le disait Vincent. Merci à tous. On a une question de Céline qui est intéressante, je trouve. C'est vrai que dans les exemples qui sont présentés, on voit beaucoup de gros sites de visite. Est-ce que vous pensez que des plus petits sites peuvent accéder à ce genre de technologie? Et si oui, quelque part, quels sont vos conseils en fait, pour que ça puisse se faire de manière assez simple, efficace et pas chère, je dirais, que ça fonctionne aussi pour des sites plus petits? On a montré des exemples pour la diversité, des exemples de gros sites, mais en fait, à la fois Marie et nous, on a deux types de marchés. On a un marché dans lequel on essaie d'avoir des solutions techniques sur étagère, en gros, qui permettent de faire des projets qui sont relativement peu coûteux, mais par contre qui rentrent dans un cadre qui correspond à 80% des besoins des gens, et des solutions qui sont totalement sur mesure, dans lesquelles on fait des projets à partir d'un cahier des charges où on réalise tout. Donc là, on a eu tendance quand même à montrer des choses qui sont des projets spécifiques parce que ça permettait d'avoir une diversité. Mais il y a un accès à des projets à des prix relativement peu élevés pour des projets de sites de visite, etc., par le fait qu'on ait mis sur étagère les technologies et qu'on soit capable de le faire sous des formes en gros, vous ne payez pas le développement spécifique qui aura été fait, il aurait déjà été payé avant, et ensuite, vous pouvez en être utilisateur à des prix assez modestes. Donc, il y a vraiment une possibilité d'utilisation. Nous, on a travaillé, quand on travaille pour des sites de visite, pour Mimizan en office de tourisme, par exemple, ou quand on travaille pour l'ARMN, c'est évidemment, ça n'a rien à voir, ce n'est pas non plus les mêmes contraintes. Mais par contre, ce qu'on fait pour la RMN ou pour Versailles, par exemple, nous permettent de développer des solutions qui ensuite vont redescendre dans une solution technique globale qui va permettre d'avoir un accès au plus grand nombre. Et Marie, exactement dans la même logique, j'imagine, hein, tu peux le dire, Marie, mais je pense que… Je confirme, je le dis. Oui, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions, moi tout à l'heure, je l'ai vaguement dit, mais on a une partie un peu industrialisable, c'est pas très joli, mais en gros, de l'outil plateforme, en fait, qui permet effectivement, en rentrant dans les clous de cette plateforme, de pouvoir bénéficier d'une solution. Alors pour nous, c'est vraiment très, très connoté réalité augmentée. J'associe un élément physique, une signalétique, un objet à scanner, à un contenu de redirection web, une page web, une 360 interactive, de la 2D, de la 3D, enfin bref. Voilà, mais ça peut être très accessible. Non, voilà, comme ça peut devenir extrêmement coûteux dès lors qu'on est sur du 100% sur mesure avec des interactions complexes, des scénarisations longues et une technique. C'est comme pour le web, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont connu les débuts du web, ça coûtait une fortune de faire un site web assez médiocre. Et maintenant, on peut faire des choses dans WordPress avec des trucs extrêmement performants. Donc, on est vraiment dans la même philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une démocratisation. Le marché, c'est toujours comme ça. Il y a des grands acteurs qui dépensent beaucoup d'argent. Ensuite, ça redescend sur des formules plus industrialisées. Et ensuite, la totalité des gens ont accès à des solutions qui sont de bon niveau. Et là, on est quand même dans un niveau de maturité. C'est-à-dire qu'on en aurait parlé quand j'allais à Laval Virtuel il y a 15 ans ou 20, plus que ça, même 20 ans. C'était vraiment une phase pionnière où il y avait des labos, voire même des grosses sociétés qui pouvaient le travailler. Maintenant, il y a quand même une très grande démocratisation des technologies. On avait une question, je pense que ce que tu disais un petit peu, Marie, de Thomas, qui demandait une liste de matériel ou d'outils pour créer soi-même des solutions simples de RARV sans gros budget. Alors comme ça,
Je prends au dépourvu. Non, alors je rebondis sur ce que montrait tout à l'heure Vincent. Il y a un outil de captation 360. Vincent, c'est quoi les références de cet C'est un objet? RICO. En fait, c'est le RICO. Donc, ça, c'est un matériel qui vaut 1000 € à peu près, en gros, qui permet de faire des. C'est ce que j'ai utilisé pour faire la vidéo dont je vous ai montré. Il y en a un qui fait 2000 € maintenant, qui fait des vidéos encore plus grosses. Ça reste de la vidéo immersive, hein, donc il n'y a pas d'interaction, etc. Par contre, c'est assez facile à utiliser. Et il y a Samsung qu'on a un, mais globalement, Samsung et Ricoh, c'est les deux qui font des choses assez intéressantes. Après, il y a un certain nombre de précautions d'usage, hein, d'utilisation. Enfin, ça se fait pas non plus si on veut vraiment un truc très propre, il y a quand même un peu d'apprentissage, mais c'est des matériels, il faut compter des budgets d'environ 1000 € pour avoir un système qui permette de faire de la prise de vue 360 degrés de qualité, hein, parce que quand on a des casques de réalité virtuelle, on commence juste depuis moins d'1 an à avoir des qualités de vidéo qui sont bluffantes. Avant, c'était quand même un peu cracra, quoi, hein. C'était de la vidéo avec des gros pixels. Maintenant, ça commence à devenir vraiment bien, parce que depuis les générations des matériels comme ça d'il y a 1 an. Et après, on va avoir les casques de réalité virtuelle. Donc, il y a tous les budgets. Je présentais tout à l'heure les casques qu'on appelle standalone, qui sont aux alentours des 300 € et qu'on peut facilement acquérir aussi pour proposer des expériences. Et puis, là, c'est la couche vraiment matérielle. Et il y a aussi l'aspect logiciel, les logiciels par lesquels vous allez passer pour faire vos montages, par exemple, vidéo 360, etc. Donc, il y a une petite enveloppe globale à considérer en fonction de ce que vous souhaitez aussi mettre en place comme expérience. Voilà, après, c'est encore une fois, l'accessibilité des technos, elle est réelle, mais la question reste quand même toujours la même. Qu'est-ce que j'ai à montrer? Qu'est-ce qu'il est pertinent que je crée? Parce que typiquement, là, on parle de captation 360. Moi, pour travailler beaucoup avec des designers 2D et 3D, on peut sur un même objectif, faire les choses dans une 2D simple, intelligente, maligne, fine, et créer une interaction, un effet, voilà. On peut faire ça et on peut aussi le faire avec une 3D avec un niveau de finition qui va multiplier le budget par 15. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses par le bon bout et se dire, avant de dire, bon, combien ça me coûte, c'est qu'est-ce que je raconte, comment je peux le raconter, à qui je le raconte, sur quel device. Là, typiquement, nous, on travaille beaucoup sur smartphone, donc encore une fois, désolé pour le biais, je reviens souvent là-dessus, mais on ne va pas avoir des exigences de résolution de captation identiques à ceux qui exigent le port d'un casque VR. En revanche, voilà, il faut faire les choses proprement, donc, mais c'est juste que le device ne l'exige pas, quoi. Donc, il faut vraiment... peut-être même en amont s'interroger sur voilà, ce qu'on raconte, à qui on le raconte, sur comment, et après on peut essayer de voir quelles sont les bonnes ressources. C'est intéressant, c'est vrai que pardon Capucine, la problématique du coût, je sens qu'elle revient quand même dans les commentaires, dans les questions. Je pense que retenir le fait qu'il faut partir des besoins et d'objectifs en fait que vous avez tous en tant que professionnels du tourisme, et en fonction de ces besoins, vos objectifs, finalement, te dire, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que permet aujourd'hui les technologies, et après, on voit ce qui peut être mis en place et on regarde comment on peut ajuster ça au niveau du coût. Donc, je pense que c'est intéressant ce que vous dites. On a une question aussi par rapport au niveau de maturité et à la crise sanitaire actuelle qu'on connaît tous. Voilà, question, je me demandais à quel niveau les demandes clients ont évolué et les cas d'usage sont bousculés ces derniers mois vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport au contexte? Au niveau de l'augmentation notamment des demandes de visites touristiques à distance, une crainte par rapport au développement de dispositifs sur place? Je prends la parole? Ouais, je commence. Alors, pour ce qui concerne notre expérience, nous, on a eu quelques sujets qui... Oula. Allô? Non, c'est bon, on t'entend, Marie. J'ai eu l'impression que tout... Excusez-moi, tout s'arrêtait. Oui, à titre personnel, nous, on a eu quelques expériences qui ont été... qui étaient des expériences prévues en physique, qui ont basculé complètement en web.
mais j'ai envie de dire que c'était vraiment des stratégies de repli. Voilà, il y a eu quelques effets comme ça. Sinon, on se rend compte, en tout cas nous, dans le cahier des charges maintenant, quand on vient nous voir pour des opérations, on nous demande de créer un dispositif qui vivra aussi bien in situ, en physique, que de manière autonome en web. En fait, de pouvoir concevoir dans la manière dont on va écrire le sujet, qui puisse être vécu aussi bien empreint dans le parcours physique que de manière totalement digitale. L'autre chose qui revient souvent, donc encore une fois, nous, on travaille beaucoup à partir du smartphone. C'est quelque chose d'assez apprécié et recherché dans cette logique de bring your own device. Hein, on dit ça, enfin, utilise ton propre device. Parce que les règles, quand les sites sont ouverts, les règles d'hygiène font que le fait de mettre à disposition du matériel, ça peut être compliqué en ce moment. Voilà. Après, Vincent, je ne sais pas si vous avez d'autres… C'est à peu près, alors, le fondement quand même, c'est l'objectif, c'est quand même que des gens viennent sur les sites touristiques, quoi. Enfin, donc on ne s'éloigne pas de ça. Donc la crise, ça va durer 1 an, 2 ans, mais dans 10 ans, ça ne sera jamais qu'un épisode. Donc les fondamentaux restent. On met en plus sur des projets, la plupart du temps, qui sont des projets assez longue traîne. Donc ils mettent un peu de temps à se concevoir. Ensuite, ils sont mis en place, etc. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de différence avec ce qui pouvait se faire avant, à part effectivement des choses très, très anecdotiques pour le moment. La question fondamentale qui peut se poser, c'est le comportement touristique qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris l'habitude aussi de peut-être faire des visites enfin, on voit bien les maisons de famille qui changent par rapport à des volontés de tourisme à tous azimuts. Est-ce que ça va changer, etc. Donc, il y a des changements peut-être dans le comportement touristique qui peuvent peut-être nécessiter de créer, par exemple, pour des gens qui reviennent souvent sur le même site, des variétés de visites, parce que les gens reviendraient peut-être plus souvent à un même endroit, plus près de chez eux. Il peut y avoir des changements de ce type-là. Pour le moment, c'est vraiment les prémices dans les échanges, mais en tout cas, il n'y a rien de très fondamental qui a changé. Tous les gens, dans les musées pour lesquels on travaille beaucoup, qui nous disent génial, il faut faire des visites extérieures de musées. Bon, le musée, son but, c'est quand même de faire venir des gens dans son musée, quoi. On a beau prendre le problème dans n'importe quel sens, si les gens visitent le musée à l'autre bout du monde, ça ne fait pas de rentrée de billetterie et ça ne fait pas de fréquentation dans la ville, donc ça ne les intéresse pas tellement, quoi. Et il y a beaucoup de règles sanitaires aussi qui ont été mises en place pour justement permettre de facilement nettoyer les différents dispositifs qu'on pourrait utiliser. Nous, on utilise beaucoup les lingettes. On a des box qui permettent aussi de nettoyer les casques d'un utilisateur à l'autre pour vraiment éviter la propagation du virus. Et ça se fait très bien. Et pour notre part, on continue de recevoir des groupes pour des démonstrations sans aucun souci. Donc, on peut continuer à recevoir effectivement des personnes sur site. Ça se déroule très bien. Il y a une question peut-être un peu technique, mais je vous laisserai voir qui peut y répondre. Il me semble que ces expériences seraient intéressantes dans le tourisme à insérer dans un parcours à certains endroits. Comment techniquement les introduire à une autre appli? Par exemple, une appli rando ou de jeu. Alors, sur le plan technologique, on peut faire des capsules. En fait, les technologies web permettent de créer des petites capsules en fait, qui peuvent être intégrées dans une autre application. Donc, c'est assez simple en fait, tant qu'on reste dans des univers qui sont très étanches. C'est-à-dire que si on dit à un moment donné, on va faire un petit jeu, puis on a fini le petit jeu, puis on rentre dans autre chose, le petit jeu peut devenir une petite capsule qu'on va rentrer dans une autre application. Si par contre, il y a des communications à tous les étages, ça peut devenir un peu plus compliqué. Si par exemple, on veut faire un jeu dans lequel il y a 5 offices du tourisme qui ont chacun fait leur application qui correspondent à des briques de jeu de chacun des parties du jeu, ça peut vite devenir l'usine à gaz. Mais sur l'interopérabilité de différents dispositifs, ça existe, donc ça peut se faire. Il faut que ça soit bien réfléchi, et on va de plus en plus dans des systèmes comme ça qui sont ouverts, qui s'interconnectent, qui permettent d'échanger et de dialoguer. Ok. Je propose peut-être qu'on passe à l'aspect prospectif. Déjà, si tu peux remettre le support. La présentation. Oui, je la remets tout de suite. Merci Lisa. Donc, on a effectivement déjà pas mal abordé tout ce qui est écrit ici sur ce slide, effectivement,
de dire qu'il y a donc de nombreux bénéfices et opportunités offertes par ces technologies pour le secteur du tourisme, et tous les exemples présentés en sont la preuve. Ce qu'on peut dire effectivement sur ces technologies-là, c'est que la réalité, au niveau de la réalité virtuelle, qui est une technologie qu'on considère aujourd'hui comme mature, il y a des gros travaux qui continuent d'être poussés sur tout ce qui est qualité d'immersion, interactivité, comment on peut maximiser encore plus l'immersion avec une résolution toujours plus proche de l'œil humain et qui ferait oublier en fait qu'on est dans un monde virtuel. Donc là, il y a beaucoup de choses, notamment au niveau du hardware, qui sont faites pour proposer une qualité toujours meilleure. Et comment également améliorer l'interactivité dans ce monde virtuel. Est-ce qu'on pourra pas bientôt se passer de ces contrôleurs et interagir différemment avec l'environnement pour finalement, encore une fois, oublier qu'on est dans un monde virtuel, interagir avec ses yeux, par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'eye tracking. En fait, les yeux dans les casques peuvent être traqués. Donc, ça peut être un moyen d'interaction différent d'une interaction via des contrôleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui continuent d'évoluer sur la réalité virtuelle, toujours pour une meilleure qualité d'immersion. La réalité augmentée, alors là, je vous ai mis effectivement les courbes de Gartner, qui sont des courbes qui classifient les différentes technologies en fonction de leur maturité. Ce qu'on a noté, c'est qu'en 15 ans, la réalité augmentée a beaucoup évolué. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une technologie émergente, dans le sens où elle a trouvé son marché, elle a trouvé ses usages. Et puis tous les exemples qui ont été présentés justement basés sur de la réalité augmentée le prouvent aujourd'hui. Il y a vraiment des cas d'application concrets. Comme on l'a précisé là effectivement à l'instant, toutes ces technologies offrent des capacités, des opportunités énormes. En revanche, on ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie. Et il y a bien effectivement une stratégie en face, et c'est sur la base de cette stratégie qu'on va définir quelle technologie, quelle technologie, quelle solution opter. Donc effectivement, c'est là où on va bien préciser le besoin, qu'est-ce qu'on veut faire au départ, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos futurs clients, qu'est-ce que l'entreprise veut proposer. Et c'est à partir de là qu'on va définir effectivement le meilleur dispositif technologique approprié pour y répondre. Donc, c'est là où effectivement Blinkel, Mazedia, Clarté ont une valeur ajoutée à vous apporter. C'est dans la définition de ce besoin et l'identification du meilleur dispositif technologique pour répondre à vos attentes et également à vos contraintes, notamment budgétaires, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a, je le précise, des dispositifs financiers qui sont proposés par la région et qui sont spécifiques au domaine du tourisme, qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la mise en place de ce type de projet. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner également dans l'identification du meilleur dispositif, pour que ce soit à l'étape de réflexion, de conseil ou de mise en œuvre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. On vous a mis le lien, vous pourrez aller les consulter, mais bien sûr, on est là aussi pour le préciser si vous avez une idée de projet et que voilà, vous souhaitez savoir si éventuellement ce projet peut être éligible à une aide éventuelle. Oui, merci Capucine. C'est vrai que pour rebondir sur l'aspect financier, qui est un aspect important quand même, après avoir parlé de technologie, il y a deux dispositifs régionaux en tout cas qui sont là pour accompagner des projets numériques. Donc, il y a le Pays de la Loire Conseil qui vient en amont d'une décision d'investissement où là la région prend en charge 50% de l'investissement jusqu'à une hauteur de 15 000 euros. Donc pour un projet de 30 000 euros en plafond, la région peut financer la moitié. Donc pour décider, faire une étude d'opportunité. Et ensuite, et les deux dispositifs finalement peuvent se cumuler. On peut faire appel à un autre dispositif qui s'appelle Pays de la Loire Investissement Numérique, où là, la région prend en charge, pareil, 50% de l'investissement du projet,
jusqu'à 15 000 € de subvention. Donc, c'est intéressant. J'avais une réunion avec la région la semaine dernière, justement, qui opère ce type de dispositif, qui me remontait que finalement, le secteur touristique était utilisé assez peu, ce dispositif, par rapport à d'autres secteurs. Donc, je vous invite, si les besoins se font ressentir, de ne pas hésiter à solliciter ce genre de dispositif pour vos projets. Je rebondis un petit peu sur le chat et vous pose une question qui avait été proposée par Gwendoline sur l'existence de bornes qu'on pourrait éventuellement installer en ville sur lesquelles on peut mettre des vidéos de RA. Est-ce que vous avez connaissance de cette possibilité? Et si oui, connaissance d'acteurs potentiellement qui pourraient proposer ce genre de prestations sur des bornes en ville pour diffuser des vidéos en RA. J'ai commenté, j'ai mis les deux boîtes que je connais dans le fil de chat. Là, il y a donc Timescope, qui est une boîte parisienne qu'on connaît, qui a un système, donc ça rejoint un petit peu les systèmes de longue vue qu'on voit à New York, c'est un peu les trucs dans lesquels on met ses yeux dessus et on peut voir un paysage avec de la réalité augmentée, avec un système variable. Alors, moi, je l'ai testé, c'est un petit peu, je le trouve un petit peu fragile, leur système, et la qualité n'était pas extraordinaire. Alors, c'est un peu le problème de ce genre de dispositif, c'est que il y a une obsolescence quand même assez rapide. Donc, si on investit dans un matériel physique assez fortement d'un coup, on a quand même un risque fort qu'au bout de 3 ans, le système soit ridiculement dépassé et que ça pose un problème. Donc, tant que les technologies ne sont pas totalement stabilisées, c'est toujours un problème de mettre en dur beaucoup d'investissements sur des choses qui peuvent être potentiellement en évolution rapide. Il y a une autre boîte qui s'appelle OnSitu, qui est basée à Chalon-sur-Saône, qui fait un système comme ça, un peu plus ambitieux en termes de réalité augmentée, qui le déploie à Maizet et puis qui le déploie également en ce moment à Arles sur un projet sur lequel on travaille parallèlement. Donc ça, c'est du patrimoine. Donc là, c'est un gros dispositif avec des systèmes de refroidissement à eau, enfin un truc assez complexe. Mais pour le moment, moi, le conseil, c'est de se méfier quand même des dispositifs physiques, avec investissement physique dans les lieux, pour des problèmes d'obsolescence rapide. Et après, ça passe carrément pour quelque chose de ridicule, quoi. C'est-à-dire que 3 ans après, quand la technologie a bougé, le truc est encore installé dans la ville, il peut vraiment poser de problèmes potentiellement. Donc, il faut être très, très vigilant sur l'évolutivité du dispositif. La Chalon-sur-Saône s'appelle OnSitu. Oui, moi, je n'ai pas de référence complémentaire là-dessus. Non, évidemment. Alors, juste un truc, on a à Nice, le truc que je vous ai montré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un système de totem dans lequel les gens peuvent glisser leur smartphone. Donc, en gros, on matérialise la capacité d'avoir un élément physique dans la ville, mais ils peuvent glisser leur smartphone et regarder le système dans leur smartphone. Donc, il y a un élément d'attractivité pour montrer qu'il existe un système de table d'orientation, mais par contre, on n'embarque pas du matériel à l'intérieur. Et ce qui fait que le système est assez souple pour s'adapter à des tailles de smartphone variées. Et du coup, on pense que c'est un système qui a un bon mixte entre une installation de mobilier urbain et un système où les gens utilisent leur propre smartphone. Oui, parce qu'en fait, le totem, il prend le rôle de signalétique in situ pour inciter les gens à vivre l'expérience. Ça les invite, parce que quand on parle de RARP, on a beaucoup parlé, il faut vraiment à un moment dire aux gens, venez, ici, il y a quelque chose à vivre. Voilà. Donc, les enjeux de signalétique qui sont concrets, il y aura toujours quand même à un moment un investissement à faire là-dessus. Pour que l'invitation soit claire. Donc, c'est vrai que c'est une sorte de cardboard totem, quoi, du coup. Enfin... Ouais, c'est une sorte de c'est une forme un peu comme ça. Là. Alors là, il n'y a pas de stéréoscopie, donc on n'avait pas d'optique. Hein, on mettait son smartphone, puis on peut l'orienter pour voir le truc. En plus, l'intérêt, c'est qu'on savait de quel point de vue les gens ils se plaçaient. Donc, ça nous donne une garantie que la réalité augmentée, elle est parfaitement qualitative parce qu'on sait exactement quel est leur point de vue. Donc, ça nous simplifie la vie en termes d'immersion. Ouais, c'est malin. Ok, merci Vincent et Marie. On voulait profiter aussi de cet échange pour donner la parole, pour vous écouter et puis surtout pour peut-être faire partager à d'autres des expériences que vous auriez pu déjà tenter dans de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc nous, on est intéressés, on trouve intéressant de peut-être vous écouter
sur vos problématiques, ou aussi vos besoins, peut-être si vous avez des idées déjà des choses assez concrètes qui vous viennent à l'esprit, et de pouvoir le partager avec l'ensemble des participants. Donc, vous ne pouvez pas lever la main techniquement, mais vous pouvez lever le pouce normalement. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever le pouce et ouvrir votre micro directement d'ailleurs et prendre la parole. Peut-être couper, couper le partage du slide, comme ça permettra d'avoir les images en plus grand. Je vois juste une question, effectivement. Est-ce que Clarté peut accompagner une collectivité territoriale ou un office du tourisme? La réponse est oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous avez d'ailleurs, vous aurez nos coordonnées dans la présentation, donc n'hésitez pas même à prendre contact avec chacun si vous souhaitez creuser un petit peu certains sujets. Et puis nous, suite à la présentation avec Lisa, on vous adressera un questionnaire. Pour sûr, ce sera assez rapide, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir votre avis sur le webinaire d'aujourd'hui et puis recenser des besoins et des choses qui vous sont utiles sur ce sujet-là et qu'on puisse imaginer la suite. Pourquoi pas des formations dans le cadre de l'Académie Tourisme ou d'autres sessions d'échange pour avoir quelque chose qui serait pour le coup peut-être plus interactif et sur lequel on pourrait vous accompagner de manière plus précise sur donc ça, on vous l'enverra, je pense. Effectivement, excuse-moi. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric, est-ce que parmi vous, donc certains ont déjà souhaité mettre en place des expériences et ne sont pas allés plus loin parce que justement il y a eu des freins à un moment de la discussion? Est-ce que vous avez à l'inverse déjà mis en place des choses et quels ont été les résultats, quels qu'ils soient? Voilà, c'est vraiment d'avoir vos retours sur les premières éventuelles expériences mises en place. Pour les partager et puis voir effectivement si par rapport aux éventuelles difficultés rencontrées, vous répondre sur peut-être les évolutions qui ont eu lieu depuis. Ou voilà. N'hésitez pas à nous poser la question, même à peut-être utiliser votre micro plutôt que le chat si c'est plus simple. C'est toujours intéressant pour nous et pour ceux qui sont présents d'avoir des retours d'expérience. Ou des besoins. Ou des besoins. Gwendoline, effectivement, primordial de bien identifier en amont tous les projets, les besoins réels, puisque c'est, pour rebondir sur ce que disait Marie, c'est la base. On ne fait pas de la techno pour faire de la techno, on n'est pas dans le gadget, mais bien dans quelque chose qui doit apporter de la plus-value. Et je pense que vous l'avez quand même assez bien présenté, notamment dans le pendant. On voit quand même, je repense à l'exemple de la ruine, on est vraiment dans l'augmentation finalement de l'expérience. On est devant un site qui nous propose une ruine, être capable de montrer quoi ça ressemblait il y a des années, des siècles, on voit bien qu'on apporte quelque chose de très valorisant. Donc c'est intéressant. Ok. Je voulais juste donner par rapport à l'organisation, particulièrement dans les offices de tourisme, en fait, on s'est beaucoup posé la question, nous, sur le taux d'usage de ces outils, parce que, pour prendre les deux extrêmes, on fait le Puy du Fou, dont l'application est chargée 700 000 fois par an, donc pour vous donner un ordre de grandeur, et on fait des applications pour des sites où des fois, il y a 150 chargements ou 150 utilisations, ou si c'est des web apps. Et donc, la question, c'était de se dire, pourquoi est-ce que des fois, ça marche et pourquoi des fois, ça ne marche pas? En fait, la conclusion auquel on arrive, entre autres dans le tourisme, c'est que les gens aiment bien avoir un dispositif digital pour structurer leur journée, leur expérience. C'est-à-dire qu'en gros, si on leur dit, vous allez pouvoir, le simple fait de dire, vous allez pouvoir faire la visite par un dispositif digital est souvent insuffisant pour convaincre des gens de le faire. Donc, par contre, si on leur dit, on vous organise votre journée dans la ville, et c'est l'élément qui va vous organiser
digital ou pas digital, avec des rendez-vous donnés à des heures, donnés avec éventuellement des guides conférenciers qui vont faire des conférences avec un rendez-vous qui sera pris par l'appli, on a des résultats qui sont positifs. Donc, on est en train de basculer d'une découverte un peu spontanée par des outils digitaux à le digital qui structure l'organisation de la journée, qui structure la vie des gens, et ils ne vont s'aventurer dans un dispositif digital que s'ils ont une perception d'un bénéfice global pour leur journée en termes de services apportés. Donc, l'apport de services au-delà du digital est important. On le fait à Collioure, par exemple. On a vraiment la journée à Collioure. On va avoir des rendez-vous à des heures données avec des guides. C'est parce qu'on aura l'appli qu'on pourra participer à ces visites et on aura un certain nombre d'événements qui ne seront visibles sur l'appli qu'à certaines heures et à certains lieux pour essayer d'organiser un petit peu comme si on était à une sorte de resort dans lequel il y avait des points, entre le matin et le soir, des points de visite, etc. Et on pense qu'il y a quelque chose d'assez vertueux dans l'avenir à défendre cette organisation autour d'un système structurant que le digital peut constituer. J'avais une question en fait aussi à vous poser. Où est-ce que vous situez le secteur du tourisme aujourd'hui sur l'adaptation de ces technos immersives en termes de maturité? Je m'interrogeais là-dessus. C'est une question posée à qui? Vous trois. Moi, je crois qu'il y a des grandes, pas disparités, mais enfin, j'aurais du mal à avoir une réponse homogène. Après, je trouve que c'est un secteur qui se prête énormément en cas d'usage. Mais d'ailleurs, je rebondis sur des choses que j'ai vues défiler dans le fil. Là, Vincent évoquait le fait d'avoir des applications servicielles type aide à l'organisation. C'est limite du Google Agenda de la journée in situ, sur place. Mais il y a les dimensions servicielles, il y a les dimensions, ce que ça apporte, l'intérêt que ça apporte, le contenu, la pertinence. Nous, typiquement, une des expériences qui a eu un retour d'estime le plus important, c'était d'accompagner le photographe Alain Keller à Arles, au festival de photojournalisme, où en fait, on a juste pris des bribes sonores. Il a commenté son œuvre lui-même, on l'a capté, mais dans sa cuisine. Hein. Alors, voilà. Et en fait, les gens scannaient les images et avaient la restitution du photographe lui-même sur ces clichés. Et genre, il y avait une proximité, une intimité avec le travail de journaliste qui était dingue. Et technologiquement, il y avait l'algorithme de reconnaissance d'image et on poussait une page web qui contient du son. C'était quand même pas... je trouve que c'est difficile d'avoir une réponse très homogène sur la maturité ou non. Je sais pas. Je vous laisse répondre parce que je dis rien en fait. Non, mais merci Marie. C'était une question un peu générale, mais je... Ouais, elle est intéressante, mais j'avoue que c'est très pluriel, quoi. On a Isabelle là, qui nous a fait part d'un projet. Il l'a mis dans le chat. Alors, je ne sais pas si Isabelle, vous avez envie de prendre la parole ou pas. Mais oui. Si voilà. Oui, bonjour à tous. Ah oui, je voulais pas, c'était juste l'occasion. Donc moi j'ai un gîte et bientôt une chambre d'hôte à la maison. Vous m'entendez tous bien? Oui. Bien, oui. Et donc oui, moi j'ai un projet. Donc on veut faire avec mon mari un petit rural resort, comme on dit au département. Donc on aurait 2-3 gîtes en finale. Une salle de spectacle qu'on pourrait dédier à un public plutôt d'entreprise qui viendrait en petit séminaire en fait. Et quoi d'autre? Et donc, on est sur un site qui est très joli, enfin, forcément j'y habite, mais en tout cas qui est très intéressant au niveau historique, puisque c'est une ancienne abbaye Camaldule. Donc, il y a toute une histoire au XVIIe liée avec l'Italie. Et donc, on est déjà allé avec mon mari en Toscane, où là, il y a encore des moines Camaldule. Donc, l'idée, c'était de pouvoir rapprocher les images du site d'Italie avec ce qui pouvait en être à la maison. Pour lequel on a très peu de vestiges. Il y a quelques colonnes,
quelques pierres de fondation et une cave voûtée, enfin quelques trucs comme ça. Mais on a par ailleurs, depuis pas mal d'années, été dans les archives et donc on a trouvé des archives au diocèse sur tout cet ordre-là. Donc c'est un petit peu tout ça, en faire bénéficier nos clients de gîtes. Et comme je pense que c'est intéressant au-delà d'un public enfin de touristes qui viendraient passer ses vacances, on voulait ouvrir aussi à la visite du site parce qu'on a un grand domaine, on est répartis sur 8 hectares et on a de quoi faire une balade à terme d'ici quelques années, une balade aussi artistique avec des statuaires ou enfin des œuvres d'artistes qui renouvelleraient le thème des moines Camaldule. Donc voilà, c'était un peu tout ça à la fois. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup Isabelle, c'est très intéressant. Donc je suis preneuse au niveau des intervenants pour maturer un peu le projet et puis voir un petit peu si ça tentait quelqu'un, quoi. Voilà. Des réactions, Marie, Merci. Vincent, Capucine, peut-être? Il faut échanger, il faut approfondir, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Tout à fait. Ok, super. Comme moi je note l'adresse, Isabelle. Oui, oui. Aujourd'hui. Oui, voilà, je peux vous donner mon numéro de téléphone, mais comme j'ai beaucoup de travail, je réponds assez peu, mais je vous le donne quand même. Avec le mail. Vos coordonnées, oui. Oui. Bon, merci d'avance. Merci pour ce partage. Merci. Est-ce qu'il est bientôt, je vois qu'il est midi, on va essayer de terminer à l'heure. À moins qu'une autre personne veuille partager. Si c'est le cas, il est encore temps. Ok. Je pense que tout le monde s'est exprimé. On voit que ce webinaire va pouvoir générer des échanges futurs, donc c'est très bien, c'était l'objectif. En tout cas, comme tu le disais, Frédéric, on vous enverra bien sûr la présentation avec tous les contacts des intervenants, Marie, Vincent, Capucine, nos contacts également avec Frédéric, si toutefois vous avez des questions. Et le questionnaire que l'on vous transmettra permettra de recueillir vos besoins, vos projets futurs, vos souhaits d'autres sessions comme celle-ci. Voilà. Frédéric, est-ce que tu... Non, mais écoute, je te remercie. Je remercie tout le monde, les intervenants, les participants. J'étais ravi de pouvoir partager avec vous ces 7h30. On espère qu'il y aura une suite. Donc, on compte sur vous. On attend vos réactions dans les questionnaires pour qu'on puisse imaginer et vous proposer des choses dans les prochains mois. Merci et vous souhaitez bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Ouais. Au revoir.